Tout ce qu'on est, absolument tout, vient de notre passé. C'est lui qui nous façonne, qui nous construit. Et parfois, oui, c'est aussi lui qui nous abîme. C'est un dilemme incroyablement humain, n'est-ce pas? Notre passé est toujours là, en nous, mais comment faire pour ne pas en devenir prisonnier? C'est exactement la question qu'on va explorer. Cette phrase, elle frappe fort. Elle dit tout. Le passé ne s'efface pas. Il reste. Pour vraiment comprendre ça, rien de tel qu'une histoire. Une histoire personnelle. Un de ces moments qui a tout changé. Un souvenir qui vibre encore, des dizaines d'années plus tard. On imagine le choc. À 13 ans, être envoyé loin, non pas pour une expérience enrichissante, mais pour être mis à l'écart. Cette simple phrase, ce moment-là, c'est devenu la clé de voûte de tout un passé qui ne cesse d'être présent. C'est une émotion qui, même des années après, peut ressurgir complètement intacte. Et c'est cette expérience qui nous amène au cœur de notre sujet. Et voilà, tout l'enjeu est là. Il y a un monde entre vivre dans son passé et vivre avec. Vivre dans le passé, c'est être enchaîné, que ce soit à une souffrance ou même à une ancienne gloire. C'est une prison. Mais vivre avec son passé, ça c'est le mettre à sa juste place pour enfin retrouver sa liberté. C'est ce chemin qu'on va essayer de tracer ensemble. Pour commencer, il faut changer notre façon de voir le passé lui-même. Et pour ça, on va aller voir un poids lourd de la philosophie, Henri Bergson. Son idée de départ est assez radicale. Notre passé, il n'est pas derrière nous. En fait, il est en nous. Spontanément, on a tendance à imaginer le passé comme un vieil album photo, une collection de souvenirs bien rangés, un peu figés. Mais Bergson, lui, nous propose une image beaucoup plus forte. Oubliez l'album, pensez plutôt à une mélodie qui se joue en continu, où chaque note du passé résonne dans la note du présent et annonce déjà la suivante. Et ce concept, c'est vraiment le cœur de sa pensée. Il appelle ça la durée. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que le passé n'est pas mort. Il n'est pas rangé dans un tiroir, non. Il est actif, il vibre en nous, parfois en silence, parfois avec un bruit assourdissant. Notre identité, ce n'est pas une suite de photos, c'est un flux, un courant ininterrompu. Cette métaphore de la flamme, elle est parfaite pour illustrer ça. Le feu qui brûle maintenant contient toute la chaleur du feu d'hier. On ne peut pas le couper en deux, c'est une seule et même flamme. Eh bien, notre conscience, notre moi, c'est pareil. C'est un tout indivisible. Le passé, ce n'est pas quelque chose qu'on laisse derrière, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Bon, d'accord. Mais si le passé nous constitue à ce point, où est notre liberté dans tout ça? Est-ce qu'on n'est pas juste le résultat de nos expériences passées? C'est là que Bergson sort une autre image, très belle, pour nous aider à comprendre cette apparente contradiction. Imaginez un fleuve. Le lit du fleuve, c'est notre histoire, notre famille, nos traumatismes, nos joies. C'est le chemin qui a été creusé par le temps, tout ce qu'on n'a pas choisi et qu'on ne peut pas changer. C'est ce que Bergson appelle notre nécessité. C'est le cadre qui fait qu'on est qui on est. Et voici la clé. À l'intérieur de ce lit, de ce chemin imposé, l'eau, elle, est parfaitement libre. L'eau, c'est notre conscience. Notre liberté, ce n'est donc pas de faire sauter les berges du fleuve. C'est impossible. C'est de naviguer, de jouer avec le courant à l'intérieur de ce lit. La liberté et la nécessité ne sont pas ennemies. Elles dansent ensemble. Au fond, la vraie liberté, ce n'est pas de rêver d'une autre histoire, de nier le chemin qui a été creusé. C'est de l'accepter, d'y adhérer complètement et de le vivre à fond. Il s'agit de trouver la bonne distance pour que ce passé ne soit plus un fardeau, mais devienne le socle sur lequel on peut avancer. Abordons maintenant la question la plus difficile, la plus douloureuse souvent. Que faire quand le passé est une blessure ouverte, un traumatisme qui ne se referme pas? Quand la mémoire fait mal, il y a traditionnellement deux grandes voies qui s'offrent à nous. Le pardon et l'oubli. À première vue, on pourrait croire qu'ils sont totalement opposés. Mais en réalité, leur objectif est le même. Nous permettre de retrouver la paix et de redonner du mouvement à notre vie. Mais attention, ces deux voies sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Le pardon, on nous le présente toujours comme une force. Mais il y a un piège énorme. Pardonner à quelqu'un qui ne regrette rien, qui ne demande même pas pardon, ce n'est pas de la force, c'est une forme de soumission. C'est un pardon faible. Et ce genre de pardon, il est toxique. Il ne guérit rien. Au contraire, il nourrit la frustration, le ressentiment et à la fin, une sorte de haine de soi. Alors voilà l'alternative. D'un côté, le pardon, quand il est fort, c'est un acte de libération personnelle. On décide que le mal subi ne nous définira plus. De l'autre, l'oubli. Mais pas une simple amnésie. C'est une décision de désactiver le pouvoir du souvenir. Chaque voie demande une force immense, mais une force différente. La force de s'élever au-dessus de sa douleur ou la force d'aimer la vie encore plus que son propre passé. Et c'est précisément là qu'intervient le philosophe Friedrich Nietzsche, avec une idée puissante, une idée presque provocatrice. Pour lui,
La vraie force, la vraie santé, ne réside pas dans le pardon, mais dans notre capacité à oublier. Mais attention, pas un oubli passif, un oubli actif. Pour Nietzsche, l'oubli actif est une fonction vitale, une preuve de santé. C'est la faculté de digérer son passé pour ne pas en être empoisonné. Comme un estomac digère la nourriture, un esprit sain doit pouvoir digérer ses expériences, même les pires, pour faire de la place à du neuf, à l'avenir. C'est une condition essentielle pour avancer. Et ça, c'est la nuance la plus importante de toutes. Le but, ce n'est pas d'effacer la mémoire. De toute façon, c'est impossible. Le but, c'est de désarmer le souvenir. L'oubli est atteint quand le passé arrête de dicter nos émotions et nos actions dans le présent. Le souvenir est toujours là, quelque part, mais il est devenu neutre. Il a perdu son pouvoir sur nous. Alors comment y arriver ? Le chemin se dessine en 3 temps. D'abord, il faut comprendre, comme avec Bergson, que ce passé est bien vivant en nous. Ensuite, et c'est crucial, il faut agir. C'est en créant, en aimant, en se projetant vers l'avenir que cet oubli actif se met en place. La vie reprend le dessus et le passé s'épuise tout seul. Et enfin, la métamorphose s'opère. La douleur n'est plus une blessure, elle devient une force, une part de l'expérience qui nous a rendus plus solides. On peut finir sur cette question qui change complètement la perspective. Et si, au final, le passé n'était ni une prison, ni un fardeau? Et si on le voyait comme la fondation de ce que nous sommes? Une fondation solide sur laquelle, avec tout ce qu'on a vécu, y compris le pire, on peut continuer de construire librement. La douleur peut alors se transformer en puissance, et la mémoire devient la base solide de notre avenir.